L'information de 13h sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. C'est une nouvelle semaine. Voyons le sommaire de ce journal. Une rencontre entre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le chancelier allemand Olaf Scholz à la chancellerie fédérale de l'Allemagne. Un entretien sur la sécurité et le financement des économies africaines et les bonnes perspectives de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Un partenariat de 550 millions d'euros est annoncé entre les deux parties. La Journée internationale des droits de l'enfant. Le monde est repeint en bleu par les enfants et pour les enfants pour commémorer la Convention relative aux droits de l'enfant, une convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. Et puis un grand meeting à Kinshasa pour Félix Tshisekedi qui lançait hier sa campagne électorale. C'est la dernière ligne droite vers les élections générales. Près de 70 000 candidatures sont en lice pour ces 3 scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, qui se tiendront le 20 décembre prochain. Bienvenue à tous. Ce journal est traduit en langue des signes. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Berlin, en Allemagne, pour la 5e édition de la conférence de haut niveau sur l'initiative compacte de l'Afrique du G20. À son arrivée hier, il s'est entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz à la chancellerie fédérale de l'Allemagne. Au cœur de cet entretien, la sécurité, le financement des économies africaines et les bonnes perspectives de coopération avec la Côte d'Ivoire, une collaboration qui se traduira davantage par la signature d'un partenariat. On en parle davantage dans cet élément de Awa Touré. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçu par le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin. Les bonnes perspectives de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, les sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité, le financement des économies africaines, la mobilisation d'investissements privés en faveur de l'Afrique, étaient au centre des échanges. Le chef de l'État et le chancelier allemand se sont félicités de la coopération exemplaire et du partenariat confiant entre leurs deux pays qui va se traduire par la signature du partenariat pour le climat et le développement d'un montant de 550 millions d'euros, dont 100 millions pour l'année 2023. Ils se sont également réjouis de leur convergence de vues sur les défis mondiaux actuels en matière de sécurité, de lutte contre le changement climatique et de développement des énergies renouvelables. Et cet autre titre en une de ce journal, ce 20 novembre, les ambitions du monde virent au bleu pour la cause de l'enfant. C'est la journée internationale des droits de l'enfant. Le monde commémore l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, une convention qui a été ratifiée, on le rappelle, en 1989 par 197 pays. Une journée d'action pour les enfants et par les enfants. On en parle dans cet élément de Khalid Diomandé. Le 20 novembre 1989, les Nations unies adoptent à l'unanimité la Convention relative aux droits de l'enfant. Les droits de chaque enfant sont désormais reconnus par un traité. 34 ans après, la violation selon l'UNICEF, plus de 22 000 enfants dans le monde meurent chaque jour en raison de la pauvreté. Au plan de l'éducation d'enfants, qui ne sont fléaux majeurs, l'Organisation mondiale de la santé estime que près de 45% des décès infantiles de moins de 5 ans sont liés à la malnutrition. Les conflits armés et les crises humanitaires continuent d'avoir un impact dévastateur. À l'heure actuelle, 420 millions d'enfants vivent dans des zones de conflit. L'UNICEF assure aux enfants le rangement dans la société. Ce lundi 20 novembre, le monde passe au bleu et les enfants prennent les commandes. Et voilà, le monde passe au bleu. Et sur le texte de la Convention, les droits qu'ils prennent les commandes parce que, bien évidemment, leur voix compte. Et nous recevons sur ce plateau Naté, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une journée d'action pour les enfants, par les enfants. Comment cela se traduit en actes? En cette journée, nous avons mené des activités telles que le village bleu. Nous avons pris le contrôle des administrations et des médias tels que la RTI aujourd'hui. Ben voilà, que Rokia Konaté est jeune reporter UNICEF, pouvoir en dehors de cette journée, et déjà pour faire connaître le droit des enfants par toutes les communautés. L'UNICEF, conscient de l'implication des enfants et des jeunes dans les décisions qui les concernent, a mis en place des programmes dédiés tels que Jeunes Reporters, que je représente aujourd'hui, Jeunes Blogueurs et U-Reporters, bien d'autres, pour permettre
simplifier leur voix auprès de leur père. Donc voilà, avec le programme Jeunes Reporters, vous participez à faire connaître les lois sur les droits des enfants sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et selon vous, quel volet de cette convention? Moi, je pense qu'il faudrait plus mettre l'accent sur l'implication des actions menées en faveur de l'éducation, la santé, la nutrition et la volet primordial pour la préservation de nos droits. D'accord. Et justement, vous avez parlé tout à l'heure de la place de la nutrition. Quelles sont les actions spécifiques de l'UNICEF en Côte d'Ivoire? L'UNICEF met un point d'honneur sur les phénomènes en menant des actions de sensibilisation sur les enfants de l'allaitement. Évidemment, vêtue de bleu, sa voix a été entendue. Elle est la porte-voix de tous les enfants sur les antennes de la Maison Bleue. Merci, Rokia Konaté. Le gouvernement et les organismes tels que l'UNICEF donc agissent pour le maintien des enfants à l'école par les programmes évidemment de 2023-2024. Les cantines scolaires fonctionneront avec un minimum de 26 jours de ration. Un programme retenu pour au moins 4 989 cantines scolaires à travers la Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo nous en dit plus. Les coordonnateurs régionaux des cantines scolaires de Côte d'Ivoire sont réunis autour de leur directeur. Ils ont choisi Yamoussoukro pour lancer officiellement les activités pour l'année scolaire 2023-2024. Cette année, les choses connaissent une amélioration pour faciliter la restauration des écoliers. Nombre de jours de fourniture de repas et nombre de cantines. Avec 4 689 cantines l'année dernière, nous passons cette année à 26 jours de fonctionnement avec 4 989 cantines scolaires, soit une évolution de 200 cantines. Mis en œuvre par le PAM, ce sont 125 000 élèves qui vont bénéficier de 110 jours de repas. Au total, pour l'année scolaire 2023-2024, le programme d'admission scolaire couvrira 5 602 cantines pour 1 9 682 rationnaires. Les repas scolaires apparaissent comme un allié stratégique incontournable car ils constituent un élément motif qui soit un moyen d'appel et de rétention des élèves à l'école, non seulement, mais également d'amélioration des performances scolaires. Dans son programme de cantine scolaire, la Côte d'Ivoire pourra compter sur ses partenaires au développement, dont le Programme alimentaire mondial PAM. Au sortir de cet atelier, le prochain défi sera de nous impliquer effectivement à travailler en synergie d'action pour réussir ensemble la mise en œuvre du programme en vue de rehausser la qualité de l'éducation et contribuer à la réussite de la politique nationale de scolarisation obligatoire pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Durant leur présence à Yamoussoukro, les coordonnateurs régionaux des cantines scolaires et leurs premiers responsables vont revisiter les bonnes pratiques pour la réussite des activités durant cette année scolaire 2023-2024. Éduquer, c'est aussi encourager au travail. Une cérémonie de remise de la Komoé s'est tenue. C'est une célébration de l'excellence qui a eu lieu à Bangourou, selon le reportage de Herman Yamia. Ils sont 18 élèves, les meilleurs de leur promotion, issus des établissements primaires et secondaires du Sud Komoé, du Moronou et de l'Indéné-Guablin, en un mot, du district autonome de la Komoé qui viennent d'être honorés par les premiers responsables du district autonome de la Komoé. Le meilleur des meilleurs est Nengue Mak Hervé Moula de l'EPV Nenguinet de Maféré dans le Sud Komoé. Il a obtenu 165,63 points à l'entrée en 6e. Il a reçu plusieurs kits scolaires, un trophée, une enveloppe et le prix Pascal Abina Kwaku du nom du ministre-gouverneur du district autonome de la Komoé. Grâce à vous, monsieur le ministre-gouverneur, aujourd'hui est un jour inoubliable pour nous. Nous sommes honorés par cette distinction venant d'un modèle de réussite comme vous. C'est une cérémonie qui a réuni toutes les autorités locales, le corps préfectoral, les cadres et élus venus des régions du Sud Komoé, de l'Indéné-Guablin et du Moronou, aux côtés des premiers responsables du district autonome de la Komoé. Tour à tour, ils ont procédé à la remise des kits scolaires, des ordinateurs et autres présents à ces élèves méritants. Le vice-gouverneur du district autonome de la Komoé, Amiankoa, qui représentait le ministre-gouverneur du district, a situé le cadre de cette rencontre dédiée au mérite avant d'inviter les récipiendaires à maintenir haut le flambeau de l'excellence. L'objectif qui sous-tend l'organisation de ce jour, c'est d'enraciner chez nos enfants
les valeurs du mérite et de l'excellence. Et une émulation saine et porteuse entre les élèves. Au nom de tous ses camarades honorés, Apia Béni-Ange Axel, élève au collège catholique Père Guillaume d'Ayamé, a exprimé toute sa gratitude au ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, Pascal Abina Kwaku, pour l'honneur à eux fait, tout en prenant l'engagement de rester toujours au sommet. Le secteur de la santé enregistre des établissements sanitaires privés qui ont reçu des arrêtés d'ouverture et d'exploitation. Les agents de ces centres, eux, sont dotés de cartes professionnelles. C'est une avancée saluée dans ce compte-rendu de Didier Nguessan. Des arrêtés d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'établissements sanitaires et des cartes professionnelles remis aux agents de la santé. L'objectif est d'assainir les établissements sanitaires privés et d'identifier les professionnels de la santé afin de mieux réguler le secteur. Et grâce à cet arrêté-là, on pourra soigner la population ivoirienne. Surtout que nous sommes nous sommes un centre de soins ambulatoire. On soigne les gens chez eux, à la maison et en entreprise. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire nous a fait confiance. Nous sommes très satisfaits, mon équipe et moi, d'avoir reçu cet arrêté ministériel qui nous permet de pouvoir travailler en toute légalité à travers la Côte d'Ivoire. 500 arrêtés sont délivrés sur un ensemble de 3273 établissements sanitaires privés. L'objectif d'ici 2025 est 0 clinique illégale. Cette action-là permet de matérialiser la reconnaissance du ministère de la Santé concernant les établissements sanitaires privés qui ont bien voulu rentrer dans la régularisation, qui sont reconnus comme tels. La régulation administrative fait suite à un contrôle intensif qui a permis de démanteler les réseaux illégaux sur toute l'étendue du terrain. Au terme de cette campagne, toutes les cliniques et les autres établissements autorisés seront dotés d'une plaque d'immatriculation et seront amenés à poser des enseignes aux normes pour orienter nos populations vers des structures de qualité légales reconnues par l'État. Le démantèlement des structures légales se poursuivra. Le ministre Pierre Demba a lancé la 2e édition de la campagne de régularisation administrative. Et pour une meilleure prise en charge des patients, 4 ambulances médicalisées sont remises à 4 centres de santé ici à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ici, Chris Diomandé et Patricia Omouetia. 4 ambulances médicalisées d'une valeur de 100 millions de francs CFA offertes au centre de santé de l'intérieur du pays et d'Abidjan par la Fondation Lonassi. Ces structures sanitaires bénéficiaires sont le centre de santé intégré de Toutoubré à Gagnoa, le centre de santé urbain d'Anada à Ouélé, le centre de santé de la Maison de la Presse d'Abidjan et l'unité de néphrologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire sanitaire. Cette action, c'est le moment tant bien plus que nécessaire des centres de santé. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a exprimé toute sa gratitude à la Fondation Lonassi. Une ambulance dans une localité, dans un centre de santé, ce sont des vies humaines qui sont préservées, sauvées. Et vous ne pouvez pas comprendre combien de fois nous, les bénéficiaires, nous sommes vraiment très heureux, très contents, parce que c'est un grand soulagement pour nous. Au nom de tous les récipiendaires, nous vous disons merci. Créée en mars 2019, la Fondation Lonassi entend mener plusieurs actions sur le territoire national afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire. Des centres en général, les entiers. Dégradation de l'environnement, pollution de l'air, les entreprises sont le plus souvent mises en cause. Certaines décident donc d'ajuster leur politique en matière de préservation de l'environnement. Nous essayons d'atténuer ou en lutte contre la question sur la création des valeurs partagées. Ce n'est pas nécessairement en fait faire des actions sociales. Quelle mesure est-ce que notre activité a un impact négatif sur notre environnement ou sur le climat et contribuer tout en s'efforçant à gagner de l'argent, à pouvoir traiter ces problématiques ou à les anticiper. Nous avons financé avec le Fonds de l'environnement mondial pour protéger la forêt du Banco. C'est une manière de pouvoir conserver cette forêt et atténuer non seulement les gaz à effet de serre, mais améliorer la qualité de l'air dans Abidjan. Face au défi du changement climatique, des initiatives sont prises pour bénéficier de fonds verts. L'engagement de la Côte d'Ivoire est traduit par la mise en œuvre de plusieurs réformes. Il y a une stratégie nationale qui a été développée pour avoir accès aux fonds verts
Également, aller aussi sur les différents marchés carbone. On a parlé de marchés volontaires, de marchés standardisés. Et donc la Côte d'Ivoire aussi veut embrasser ces deux horizons pour avoir véritablement l'argent pour l'aider davantage à lutter contre les changements climatiques. Cette rencontre a été l'occasion pour les participants d'animer des panels sur la thématique « Comment intégrer les enjeux RSE au sein des entreprises africaines pour en faire des leviers de performance et de productivité ». Et nous partons à présent vers de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Sur cette terre siège désormais la Fondation africaine pour la paix. Elle s'engage pour la promotion et de l'intégration africaine. Soro Corona. Terre natale de feu Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix pour la naissance de la Fondation africaine pour la paix. Objectif premier de cette fondation est de promouvoir et célébrer la paix, le développement et l'intégration en Côte d'Ivoire. La première des missions, ce serait contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique. Naturellement par la sensibilisation, par la formation, tous les outils que nous aurons nécessairement pour contribuer à revaloriser l'esprit de paix. Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la basilique Notre-Dame de la Paix sont visitées par les membres de cette organisation. Des infrastructures qui symbolisent l'engagement du premier président de la Côte d'Ivoire pour la paix comme seconde religion des Ivoiriens. Le père, au fait, était un visionnaire. Donc il s'est beaucoup engagé à œuvrer dans ce sens, dans la paix. Il doit être un modèle pour nous en tant que jeunes Africains. Si je dois donner un conseil à nos frères et sœurs jeunes comme moi, je vais nous demander de toujours nous aimer et à travers l'amour que nous allons porter les uns pour les autres, la paix va régner. Visiter ces symboles nous permet de nous imprégner de l'esprit de paix, afin que nous, à notre tour, nous puissions continuer dans cet élan et nous puissions vulgariser cet élan de paix. Le président de la Fondation africaine pour la paix appelle la jeunesse ivoirienne à se mobiliser pour la paix. La Fondation africaine pour la paix veut aussi contribuer au renforcement de la formation à la paix, à la citoyenneté, à la protection de l'environnement. Des prières sont dites pour la paix en Côte d'Ivoire. Et à un peu plus de 6 heures de route de Yamoussoukro à San Pedro, plus de 60 millions de francs CFA sont octroyés par l'ONG Care International. Les bénéficiaires sont des populations vulnérables, des paysans, dont 686 femmes. Elles appartiennent à l'Association pour la valorisation de l'entraide communautaire du village de Go, Samkona. Autonomisation financière dans le monde rural. L'ONG Care International initie depuis 2 années un projet de partage dénommé avec Association pour la valorisation de l'entraide communautaire. À Go, village situé dans le département de San Pedro, 30 avec regroupant 866 membres, dont 686 femmes, ont bénéficié de plus de 60 millions de francs CFA. Avec solidarité est très bonne parce que nous, mon mari, on a fait une maison. Maintenant, il m'a acheté encore un congélateur. Faire le bilan des Les femmes qui sont passées au crédit, ça veut dire ce capital finance-là, ce potentiel-là, pour pouvoir mener des activités. Aujourd'hui, ces instruments sont là, il n'y a plus d'endettement. L'entraide communautaire villageoise. Et l'actualité dans le secteur des transports, 15 véhicules ont été remis à des transporteurs par le ministère des Transports en vue du renouvellement du parc automobile. Dangui revient sur cet événement. Le parc automobile des transporteurs terrestres vient de s'enrichir de 15 nouveaux minibus appelés communément Baka. C'est dans le cadre du projet 40 véhicules minibus initié par le gouvernement en vue du rajeunissement du parc automobile des transporteurs. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci au ministre des Transports pour tout cet effort qu'il fait pour la modernisation du transport et aider les transporteurs à s'épanouir dans leurs fonctions. Ce sont au total 40 véhicules flambant neufs de ce type qui vont transporter les populations des communes d'Adjamé, d'Abobo et de Yopougon. Il y a des conducteurs de Yopougon qui sont bénéficiaires. Voilà, c'est des jeunes gens qui vont sortir de la précarité, de la pauvreté. Les bénéficiaires invités à faire un meilleur usage de ces véhicules et surtout à respecter leurs engagements. La première des choses que vous devez retenir, chers bénéficiaires de ce jour, c'est que la Côte d'Ivoire vous regarde. Vos familles vous regardent. Vos amis vous regardent. Vous n'avez pas droit à l'échec. Vous n'avez pas droit à la faillite. Vous devez être un modèle de la professionnalisation du secteur du transport. Je voudrais vous lancer l'appel de tout faire
pour intégrer absolument et nécessairement les méthodes de gestion rigoureuses et modernes, de suivi, de contrôle et de supervision de ces véhicules, afin de garantir le niveau de qualité exigé par les services du ministère des Transports en termes d'aspect général des véhicules même, d'accueil des clients, de respect du code de la route et de la sécurité routière. Les premiers 25 minibus estampillés l'Abidjanais ont été mis en circulation le 1er mai 2023. Selon le ministère des Transports, l'objectif du gouvernement est entre autres d'accroître la mobilité des populations dans le confort, de rentabiliser et de professionnaliser le secteur des transports terrestres en Côte d'Ivoire. Voilà une action du ministère des Transports avec un fort impact sur la sécurité routière de notre pays. Et concernant l'administration du territoire, les gardes de sous-préfecture se concertent sur leur profession. Ils ont en vue une révision de leur profil de carrière. Et le ministre de l'Intérieur et de l'administration du territoire accorde un intérêt à ce corps, comme l'a indiqué son représentant à ses assises. Serge Coléa nous en dit plus. Le garde de sous-préfecture face aux nouveaux défis de l'administration du territoire. C'est le thème au centre de l'Assemblée générale du syndicat des gardes de sous-préfecture, agents de sûreté et de transmission. Situant le cadre, le major Zéphirin Dinebi, secrétaire général, évoque la nécessité de se pencher sur les réalités professionnelles de ce corps de métier. Ces réalités ont pour nom inexistence d'une formation commune de base, malgré le port de la tenue militaire, l'absence d'un profil de carrière. Lorsqu'un village est érigé en chef-lieu de sous-préfecture, les premiers agents que l'État ivoirien envoie dans ce village, c'est bel et bien le sous-préfet et ses gardes, qui vont y travailler pour transformer le village en une ville, qu'on va dire sous-préfecture. Donc nous sommes d'abord des agents de développement. Notre objectif, c'est d'améliorer la condition de vie et de travail de nos camarades. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité accorde une oreille attentive aux préoccupations des gardes de sous-préfecture. Bonaventura Oulei, son représentant, les a assurés du soutien de la tutelle. Nous leur avons demandé de veiller à ce qu'il y ait la discipline dans leur attitude et leur comportement et qu'ils soient travailleurs et respectueux des règles qui régissent les agents de la fonction publique. La révision du statut des gardes de sous-préfecture constitue la priorité des responsables du SINA GEPAS. Et un événement culturel sur l'identité africaine, le festival Abidjan Pagne. L'événement était à sa 6e édition. Il s'est tenu sur 10 pays à cet événement pour valoriser leur culture à travers un concours du meilleur accessoiriste africain. Davantage d'informations sur cet événement culturel avec Chris Diomandé et Jean-Marc Djadji. Abdoulaye tisse avec habileté divers fils pour en faire des vêtements traditionnels. C'est une spécialité acquise depuis sa terre natale. Aujourd'hui, il vient exposer ses tenues qui constituent l'une des richesses culturelles du peuple sénoufou. Le tissage, c'est savoir du père en fils. Nous, on est nés au village, on a trouvé ça chez nos grands-parents. Après, les grands-parents nous ont légué. Aujourd'hui, c'est nous, on est en train de léguer à nos enfants, à nos petits frères. À l'instar d'Abdoulaye, Mayou confectionne des étoffes. Pour elle, le tissage n'a pas de secret. Elle l'a hérité de ses ancêtres. Ici, elle confectionne des draps appelés le manleké. Je suis en train de tisser le pagne marocain. On met 2 jours avant de gagner un point. Un peu partout, des expositions de vêtements, de pagnes et d'accessoires africains. Nous sommes à la 6e édition du festival Abidjan Pagne, une manifestation culturelle axée sur la mode ivoirienne et africaine à travers la valorisation des créateurs, stylistes et artisans du secteur. Le pagne démocratise la vie, la culture. Aujourd'hui, on crée des pagnes, on crée des motifs qui leur vont. On crée des motifs qui peuvent porter à Paris, qui peuvent porter à New York. Le pagne n'est pas uniquement fait pour être porté à Abidjan ou à Niamey ou à Dakar. Le pagne est fait pour être porté en costume, en manteau, en tout. Donc c'est comme ça qu'on doit porter le pagne. C'est un événement qui met en lumière donc, le pagne, le textile de chez nous surtout, et qui... on va dire, passe un message pour nous demander de porter
le pagne de chez nous. Le pagne n'est pas qu'un bout de tissu, il est tout un symbole, selon Chakane, promotrice de ce festival. On ne peut pas parler d'un peuple sans parler de sa culture. Et le thème de cette année était très bien choisi, l'industrie du pagne quand l'Afrique parle au monde. On a fait venir de grandes personnalités pour parler du pagne, pour parler du textile africain et pour mettre en avant les artisans, les tisserands, les stylistes, les accessoiristes. Vraiment, c'est un festival qui regroupe tout le monde. Et l'objectif, c'est vraiment de valoriser la culture africaine à travers nos textiles. Le festival Abidjan Pagne, c'est aussi des spectacles. En ligne de mire, un concours du meilleur accessoiriste 2023 qui a regroupé le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sortie lauréate de cette édition. Les discussions sur le thème « L'industrie du pagne, quand l'Afrique parle au monde » et des défilés de mode ont animé le festival Abidjan Pagne. Voilà, le pagne, une belle identité culturelle. En République démocratique du Congo, la campagne électorale a commencé hier, dimanche 19 novembre. Dernière ligne droite avant les élections générales du 20 décembre prochain. Un scrutin multiple puisque les 44 millions d'électeurs auront à choisir leur nouveau président, les députés provinciaux et nationaux ainsi que les conseillers communaux. Plusieurs candidats étaient déjà sur le terrain pour le premier jour, dont le président sortant qui brigue un second mandat. Félix Tshisekedi était à Kinshasa. Il a lancé en grande pompe sa campagne avec un important meeting dans le plus grand stade de la ville. Près de 80 millions de personnes prenaient part à cet événement. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI 1.